Dur de parler après Michel Lazinski. Tâchez de faire de mon mieux quand même et de vous entraîner dans l'aventure du numérique. Alors en plus, Nicolas Ayache a parfaitement déblayé le sujet parce que c'est quelqu'un qui connaît le sujet. Moi, je connais quand même bien aussi le sujet du patient. Donc je vais mettre d'abord au cœur de notre réflexion le patient. Puis je connais bien le médecin. Je suis un médecin scientifique et j'ai travaillé effectivement pendant plus de 40 ans, en fait, sur l'hypertension et clinique, expérimentale et pharmacologique aussi, comme tu le sais, Michel. Et puis, il y a le système de santé. Et à l'heure actuelle, on sait très bien que le système de santé est particulièrement prégnant. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les urgences. Donc aujourd'hui, ce que je voulais discuter avec vous, c'est le patient, le médecin et le système de santé face au numérique. C'est-à-dire confronté réellement au numérique, parce qu'on ne peut pas y échapper. On vient de passer une décennie déjà d'objets connectés, de web sémantique, de savoir connecté, et nous allons aborder ce qu'on appelle le web 4.0, c'est-à-dire un web augmenté, si je puis dire, avec les données génomiques, avec les agents personnels. Peut-être certains d'entre vous ont déjà des agents chez eux qui leur donnent, quand ils le demandent, le temps qu'il fait et qui peuvent leur donner leur programme favori en termes de télévision ou autre. Et puis, il y a tout ce qui concerne naturellement le développement tel que vient très bien l'indiquer dans le domaine de la médecine, notamment le numérique et l'intelligence artificielle. Tout ça nous chamboule complètement, qu'on le veuille ou non. C'est une véritable transformation. Et je ne suis pas sûr que le public, d'une manière générale, et les patients notamment, l'aient complètement réalisé. En revanche, c'est vrai que les autorités de santé le réalisent et que le corps médical le réalise progressivement. Vous allez le voir d'ailleurs, la plupart des médecins à l'heure actuelle estiment qu'incorporer, assimiler et s'approprier le numérique est indispensable. Donc nous allons le voir avec vous rapidement, sachant que là vous avez quelques chiffres qui vous montrent l'amplitude, si vous voulez, de la diffusion des outils numériques dans le monde et en France notamment. Avec aussi, et c'est très important, un système de santé connecté qui fait de l'argent. Donc on ne peut pas complètement dissocier notre réflexion sur le plan des progrès que nous aurons obligatoirement, que nous avons déjà grâce au numérique et à l'intelligence artificielle en santé, mais aussi au profit que ceci représente. Il y a eu pratiquement, comme vous le voyez, entre 2016 et 2021, en 5 ans, un doublement du chiffre qui a été dépensé pour ce domaine-là. Alors si on regarde le patient, le médecin, le système de santé, tout est transformé, comme je vous l'ai dit, avec l'accumulation des données massives, avec leur traitement par l'intelligence artificielle, les algorithmes qui servent à établir tout cela. Et il y a une interaction à chaque fois, aussi bien entre le patient et le médecin et le système de santé, etc. Donc, ce que nous allons voir d'abord, c'est le patient. Parce que quand même, le patient, c'est vous, c'est moi. Et même si vous n'êtes pas malade, vous êtes un patient. Parce que vous pouvez parfaitement suivre un certain nombre de paramètres de votre santé avec des objets particuliers. Eh bien, la première chose que, si vous êtes malade, vous allez consulter Internet pour prendre un rendez-vous. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que de passer des heures au téléphone à écouter un répondeur. Et puis, vous allez, avant d'aller voir votre médecin, pour la plupart du temps, vous informer auprès d'Internet. C'est à l'heure actuelle la deuxième source d'information en santé. Il faut bien savoir qu'à ce moment-là, vous avez un problème. Parce que l'information sur Internet, qu'est-ce qui vous dit qu'elle est correcte? Rien. Il n'y a aucun site labellisé. C'est un point fondamental à savoir. Et quand on discute, et c'est plusieurs fois que nous avons discuté avec le ministère de la Santé, ils ne veulent pas, et ils ont raison sans doute de le faire. Il n'y a pas plus non plus à l'étranger de soutes autorisées, labellisées, vous donnant la certitude que l'information est de qualité. Néanmoins, je vous signale que quand même, il y a des informations, je dirais, fiables sur le ministère de la Santé, sur son site, sur la Haute Autorité de Santé, HAS, sur ce qu'on appelle la Cochrane Library, ça c'est pour un peu plus calé, c'est une étude objective de méta-analyse, c'est-à-dire de compilation et de réflexion sur des grands sujets qui intéressent la médecine traditionnelle telle qu'on la pratique encore à l'heure actuelle, bien sûr.
Puis il faut savoir que si vous êtes patient, vous allez pouvoir aussi vous incorporer dans un réseau de patients. Mais c'est une histoire ancienne, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, si vous regardez la Fédération française de diabétique, elle date de 1938, donc bien avant l'ère de l'informatique. Mais si vous avez une maladie rare, vous avez tout intérêt sans doute à obtenir de la part d'une petite communauté, mais très active dans les maladies rares, qui va vous donner des informations, qui va vous permettre de suivre aussi les progrès. Et je prends ici la première association importante qui est Patients Like Me, qui, à l'occasion de quelqu'un qui était atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, a développé ce système avec son frère et qui permet à l'heure actuelle à des milliers de patients de bénéficier des petites choses. Mais c'est ça la vie, des petites choses qui améliorent, je dirais, le quotidien. Et donc le patient aussi participe au système de santé. Il peut participer même de façon très active, toujours en utilisant les systèmes numériques, en étant en quelque sorte un acteur. Et c'est très bien. Nous ne souhaitons que cela, nous médecins, d'avoir des patients qui soient acteurs de leur système de santé. Il y a même ce qu'on appelle des patients experts. On pourrait en discuter si vous le souhaitez tout à l'heure. Alors, la santé connectée, c'est de pouvoir mesurer un certain nombre de paramètres physiques, biologiques, bien sûr, on va y revenir, mais aussi les facteurs environnementaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut savoir dans quel environnement on est. Alors à Nice, il n'y a pas de problème, il fait toujours beau, il ne pleut jamais, mais chez nous, dans nos régions du Nordique, il est bon de savoir quelle est la température, la pluviométrie, le rayon UV, ça, on n'a pas trop de problème de ce côté-là, les particules diesel, oui, on en a, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'exposome. Puisqu'il y a beaucoup d'omiques, il y a aussi ce qu'on appelle l'exposome qui est très important parce qu'avec les données que vous allez avoir personnelles, vous allez pouvoir aussi les mettre en relation avec des données environnementales, ce qui va permettre de comprendre sans doute peut-être un certain nombre de mécanismes d'affection. Alors ces objets connectés en santé sont très utilisés, je vous montre ici, et en tout cas les Français sont prêts d'une part à en utiliser encore plus des applications santé et d'autre part à partager leurs données de santé. Et comme je le disais, 70% des médecins jugent qu'il est important et nécessaire d'intégrer le numérique dans l'organisation des systèmes de soins sur les territoires. Alors pour vous donner quand même une idée de l'ampleur que cela prend, on a plus de 100 000 applications en santé, 20 000 en français, donc vous voyez un petit peu. Ce sont des dispositifs médicaux qui ne sont pas soumis à la même rigueur de précision que les médicaments. Michel Lazinski vous a dit en effet le parcours du combattant terriblement difficile qui est allé en croissant pour une pilule, pour un médicament, pour un vaccin, etc. En revanche, pour les dispositifs médicaux et pour les applications en santé, il n'y a rien, pratiquement rien. On peut, à l'heure actuelle, faire fortune en créant une petite start-up. Alors, je ne parle pas de celles qui sont ici, sur des grandes start-up, mais on peut, il faut le savoir quand même, vous pouvez être soumis à je dirais, des propositions très agressives sans qu'il y ait malheureusement, je dirais, une certitude du service médical rendu. Il faut bien distinguer deux choses. D'une part, le plaisir et sûrement l'intérêt de suivre son poids au jour le jour, sa fréquence cardiaque, etc., si tant est que ça serve à quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir une balance électronique pour savoir si on a grossi ou pas. Mais bon, le quantified self, pour faire chic, c'est-à-dire l'automesure. Alors, si vous avez une pathologie, en revanche, c'est utile, bien sûr, de suivre un certain nombre de paramètres. Personne ne dira le contraire. Voilà, attendez. Pour un diabétique, de suivre régulièrement son taux de glycémie et d'avoir même le taux de glycémie qui va être asservi à des pompes à insuline et à glucagon, en fait, avec des doubles pompes, de façon à pouvoir avoir le maximum de régulation du taux de sucre dans le sang. Mais ces défis existent. Il faut bien le voir, la fiabilité de ces appareils, point d'interrogation, l'absence de validation médicale dans un très grand nombre de cas. Plus de 50% de ces appareils connectés pour la santé n'ont pas de mention légale. Quel est l'intérêt médico-économique? Jusqu'où faut-il rembourser? Quel est le service médical rendu sur lequel, au passage, s'appuient les autorités de santé pour rembourser un médicament? Quelle prise en charge? Quelle prise en charge, notamment si c'est pour une maladie grave, chronique, qui nécessite vraiment, oui.
Alors, il y a aussi l'intérêt aussi de l'observance du traitement. Mais l'observance du traitement peut être à double emploi. Je vous donne quand même un exemple intéressant sur l'apnée du sommeil. Il y a quand même 500 000 Français qui souffrent d'apnée du sommeil. Il y a à peu près 300 applications pour l'apnée du sommeil et pour la qualité du sommeil. Donc, quand un laboratoire propose la pression positive continue pour traiter un apnée du sommeil, il y a naturellement la connexion possible au fabricant, mais aussi la connexion possible aux médecins, mais aussi la connexion possible aux autorités de santé. Et donc, à un moment donné, la Sécurité sociale a dit « Ah oui, on ne va pas rembourser une apnée du sommeil traitée par la pression positive continue s'il n'y a pas suivi du traitement. » Or, le traitement, vous savez, avec le masque, etc., c'est quand même assez contraignant. Et donc, à un moment donné, il y a eu un stop au remboursement dans la mesure où le patient ne suivait pas. Et du coup, il y a eu un tollé, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais on est revenu à l'état antérieur. Mais donc, il y a un flicage qui est possible. Il y a à l'heure actuelle des pilules. Par exemple, dans les médicaments utilisés pour la dépression, la maniaco-dépressive, il y a une pilule qui a été mise au point, qui a une petite puce électronique qui permet de savoir si oui ou non les gens ont pris leur traitement. C'est quand même assez inquiétant. Alors, ce qui est quand même rassurant, c'est je reviens un tout petit peu sur le smartphone dermatologue. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est la toute première publication. Il y en a une autre après, effectivement, en 2019. Mais la première publication montrait qu'on pouvait diagnostiquer avec ce que vous avez décrit à l'instant, Nicolas Ayache, on pouvait diagnostiquer, faire le diagnostic différentiel entre un névus cutané malin, d'une kératose banale, avec, je dirais, une certitude de l'ordre de 95%. Et ceci en s'appuyant sur les données de machine learning, d'intelligence artificielle et d'apprentissage neuronal profond. Bien. Mais, alors maintenant, mettons-nous encore une fois à la place du patient. Il voit son dermatologue. Il sait que son dermatologue faisait partie des 18 qui étaient en challenge avec cet appareil-là. Et le dermatologue va pas se vanter, mais il y a eu sur les 18 à peu près seulement 14 ou 15 qui ont fait un diagnostic correct. Donc, il y a eu moins de dermatologues ensemble qui ont fait un diagnostic correct par rapport à la machine learning. Alors, le dermatologue va lui dire, mais il faut vous faire opérer de ce névus. Mais l'autre, bon, il va se dire, mais qui me parle là? Est-ce que c'est le dermatologue? Et est-ce que je peux croire finalement à la machine learning? Si le dermatologue est quelqu'un qui a été entraîné par M. Ayache, il a des heures et des heures à essayer de comprendre comment ça marche. Mais si Nicolas vous a dit tout à l'heure qu'il ne savait pas très bien comment finalement ça marchait, c'est bien vrai. Je dirais, ni malade. Donc vous voyez, il reste quand même un certain nombre de problèmes. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce que sinon, vous n'allez plus voir vos dermatologues, ce qui serait quand même dommage parce que dans la région où vous êtes quand même plus exposé à faire un névus cutané que nous. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, il faut voir le système de santé. Le système de santé, eh bien, c'est la possibilité pour le médecin d'avoir, je dirais, un dossier médical partagé, ce qu'on appelle le DMP, qui est un dossier électronique, qui au passage a fait l'objet d'une loi en 2016 qui n'est toujours pas appliquée. C'est-à-dire que nous sommes en retard, terriblement en retard quand même sur ce sujet-là. C'est dommage parce que normalement on pourrait, grâce avec ce dossier, avoir des données structurées et codées qui permettent de les analyser. Je vais vous en dire un mot après. C'est d'autant plus dommage qu'à l'heure actuelle, nous avons enfin une ouverture, un accès aux données de l'assurance maladie. C'est ce qu'on appelle le SNIRAM. Les données de l'assurance maladie, c'est quand vous donnez une ordonnance à votre pharmacien, il la scanne, ça fait partie des quelques 1,2 milliard d'ordonnances scannées chaque année. Si vous allez à l'hôpital, vous aurez un programme médical, un PMSI, le programme médicalisé de système d'information, c'est 500 millions d'actes médicaux qui sont ainsi mémorisés. Et si vous prenez une ambulance ou d'autres je dirais, actes médicaux, ils vont être aussi informatisés et stockés. Donc vous voyez l'énorme masse de données qui permet de faire des études en économie de santé. Donc c'est tout l'intérêt pour l'hôpital, mais au-delà de l'hôpital,
pour une stratégie de politique de santé, en extrayant des données qui autrement seraient absolument impossibles, bien sûr, à analyser, et évidemment, espérons une amélioration du système de soins. Maintenant, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Quand j'ai débuté à travailler sur l'hypertension, chez les malades, nous étions jusqu'à pratiquement 2019 avec des données simples, des antécédents qu'on prenait en note, des images qui n'étaient pas traitées de façon informatique, on faisait un diagnostic, un traitement, etc. Et on pratiquait ce qu'on appelle la médecine fondée sur des preuves, j'en dirai juste un mot. Ça, nous nous sommes rendus compte très vite avec mon ami Joël Ménard à Broussais, puis à l'hôpital Pompidou, que ça n'était pas suffisant. Que nous voyions trop de malades, trop souvent, qu'il y avait trop de données et qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Et que ne serait-ce que pour gérer le flux de patients et ces informations, il fallait passer au numérique. Donc nous avons, dès 1975, nous avons été vraiment parmi les tout premiers, créé un système médicalisé, informatisé, qu'on appelait Artemis. Et donc, aujourd'hui, je compare avec ce que nous pourrons faire et ce qui sera fait, à savoir le dossier médical informatisé, l'imagerie digitalisée, les données génomiques que nous ne pouvions pas avoir à l'époque, bien sûr, les données issues de capteurs embarqués, nous aurons les données environnementales, j'en ai dit un mot, et à l'issue de tout cela, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous imaginez bien qu'on peut avoir une amélioration du diagnostic, faire un diagnostic de maladie rare, avoir une aide au pronostic et au traitement, et bref, une aide à la décision. Donc vous voyez, même si nous avions déjà un certain nombre d'éléments numérisés, aujourd'hui les progrès peuvent être considérables. Alors, c'est quand même intéressant de regarder ce qu'on a fait avec le vieux système qui va maintenant être complémenté avec le nouveau système. Entre 80 et maintenant, entre les deux hôpitaux où nous avons eu la charge de diriger un service sur l'hypertension et les maladies vasculaires qu'on appelle un service tertiaire, c'est-à-dire les cas difficiles venaient chez nous. On a vu 55 000 hypertendus, il y avait 400 à 500 items à remplir par chaque consultation. On avait donc les données biologiques de base, qui étaient ce qu'on appelle des données structurelles. On pouvait faire une analyse textuelle le cas échéant, c'est-à-dire lire quelques mots très brefs pour pouvoir éventuellement récupérer de l'information. Et surtout, à l'heure actuelle, nous pouvons lier ces données avec le SNIRAM et le PMSI, même si nous ne pouvions pas à l'époque aller très loin. Alors, quels sont les résultats que nous avions déjà obtenus? C'est pour ça que je pense que nous aurons encore plus de résultats. D'abord, c'était un outil de gestion très important. Ensuite, nous avons utilisé ce que souvent les médecins font, ce qu'on appelle des systèmes experts d'amélioration du diagnostic. Nous avons pu mettre en évidence des inégalités sociales, socioculturelles et l'hypertension, à savoir que il y a un gradient, une fracture entre les patients qui sont, je dirais, en niveau socioculturel relativement bas par rapport aux élevés. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le cadre qui fait l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, c'est beaucoup plus souvent le voyez. Et puis, nous avons pu commencer à travailler sur la génétique de l'hypertension familiale. Nous avons créé un profil du patient non observant, sans attendre d'avoir les big data. Nous avons vu qu'un des médicaments antihypertenseurs entraînait des effets secondaires qui étaient dose dépendants. Enfin bref, nous avons quand même pu travailler. Donc voilà, la décision médicale, à ce moment-là, change entre 2019 et le futur. C'est-à-dire qu'en 2019, la décision médicale, elle était faite, je dirais, sur des règles adoptées par la communauté, avec des guidelines, comme on dit, et donc l'évidence-based medicine prévalait. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tirer des informations, bien sûr, à partir de l'extraction de données. Et je prends un exemple simple sur la pharmacovigilance, je vais terminer pratiquement par là, avec le Mediator. Alors, le Mediator est une histoire intéressante sur le plan des big data. Le Mediator n'a pas été découvert par les big data, et pourtant ils existaient. Donc si vous voulez, le Mediator a été découvert parce qu'il y avait un certain nombre de médecins qui ont fait attention et qui se sont dit mais c'est quand même assez anormal, je donne ce médicament qui devrait être bon pour traiter l'obésité, le petit diabète, mais finalement je vois qu'ils ont des problèmes cardiaques. A posteriori, donc ils ont ensuite écrit toute l'histoire, A posteriori, c'est intéressant de traiter les ordonnances telles que je viens de vous les donner en données massives. Et qu'est-ce qui se passe? Sur 1 million d'ordonnances de patients qui ont reçu des Mediators, on voit qu'effectivement,
il y a un excès de patients qui ont été traités par le médiateur pour un petit diabète et qui vont présenter une valvulopathie par rapport aux patients, même âge, même sexe, etc., même type de diabète, mais qui n'ont pas eu de médiateur. Donc il y a un risque relatif qui est accru de 3 fois. Donc c'est important, mais si vous voulez, on aurait pu encore aller mieux et plus vite si on avait eu, sans a priori, l'analyse suivante. Cette fois-ci, sans a priori. C'est-à-dire que si on avait eu l'ensemble des données des patients, on se serait rendu compte qu'il y avait un certain nombre de patients qui consultaient plus fréquemment que d'autres pour un problème cardiaque, qui étaient réhospitalisés pour des problèmes cardiaques et qui étaient traités par la chirurgie pour un remplacement valvulaire. Parce qu'à ce moment-là, on part d'une observation sans a priori, et il est parfaitement montré à l'heure actuelle, avec les données que nous avons, que nous aurions pu gagner quelques années. Donc je vous donne cet exemple-là pour terminer sur une manière, je dirais, positive, mais je voudrais quand même vous dire quand même quelques défis. On ne peut pas y éviter, il faut bien me donner une minute pour les défis, cher Michel. Évaluer le bénéfice, c'est absolument indispensable, et nous n'avons pas. Et nous partageons cette analyse avec nos collègues américains. J'ai vu que récemment, il y avait une analyse de la National Academy of Medicine qui fait exactement la même analyse. Il dit, attention, évaluons. Il nous faut des systèmes d'intelligence artificielle explicables. Ça fait partie de nos recommandations du G7. C'est vraiment important. Et c'est à vous que nous nous adressons. La responsabilité médicale, c'est pas une mince affaire. De la même manière que la voiture autonome, c'est finalement le conducteur qui est responsable, ici, c'est le médecin qui est responsable. Quand je parle de l'ordinateur dermatologue, oui, d'accord, mais celui qui éventuellement met sa responsabilité en jeu, in fine, c'est le médecin. Et le médecin le revendique et il a raison. Mais vous voyez, ça pose quand même un certain nombre de soucis. Bien sûr, la crainte du non-respect des données privées et l'utilisation à but lucratif, je dirais, de nos données n'est pas négligeable du tout. Et puis alors, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est absolument fondamental, c'est qu'il faut repenser complètement la formation et la profession médicale. On ne peut pas faire comme si rien n'existait. Si mon fils, Dieu merci, il ne veut pas être radiologue, mais si mon fils avait voulu être radiologue, écoutez, c'est pas le même métier. Après ce que vient de nous montrer Nicolas Ayache, je veux dire, il se fait tout petit derrière l'analyse numérisée d'une mammographie ou d'une analyse d'une sténose coronaire et de la connexion de cette analyse avec l'électrocardiogramme, l'échocardiogramme pour pouvoir faire un pronostic. Le métier de cardiologue aussi change. Donc là, nous avons une réflexion majeure à faire dans notre métier. Alors, je termine quand même par Claire Bretéché, que j'aime bien, parce que ça correspond exactement à ce que je pense. Et c'est le docteur Ventouze qui consulte un patient. Il a devant son ordinateur, après toutes les plaintes du patient, le diagnostic. C'est dans la tête. Non, d'ailleurs, Michel vient de nous le dire. Il sort une ordonnance pour « c'est dans la tête ». Et puis, en même temps que le patient se rhabille, le docteur bobologue va dans un tiroir de son bureau et veut lui donner la date fourrée que l'autre veut refuser, mais il lui dit « mais attention, ça, c'est l'aspect médical de ma consultation ». Voilà, merci beaucoup.